Aujourd'hui, au Togo, c'est l'indignation qui gronde. L'arrestation de Madame Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées, a révélé au grand jour les fissures d'un pouvoir de plus en plus contesté. Son crime? Avoir appelé à une transition politique, au départ du président Faure Gnassingbé, et même demandé à l'armée de se ranger du côté du peuple. Ce soir, nous décortiquons avec l'analyse pénétrante du docteur Cyril Kokoukapolou, invité de Mokhtar Ali, ce qu'implique cette arrestation, pour la liberté d'expression, pour l'équilibre des institutions, pour le respect des droits civiques. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement le sort d'une femme, c'est l'avenir politique de tout un peuple. Et je vous dis bonsoir. Bonsoir, Fier René. Comment vous allez? Oui, ça va. Je vous ai entendu dire dans un live et dans un message aussi que vous m'avez laissé que vous ne vous sentiez pas vraiment en très bonne forme. J'espère que maintenant vous avez retrouvé votre forme et puis votre énergie. Tout à fait. Et du moment où nous nous sommes lancés dans le combat contre les imposteurs, nous devons avoir de l'énergie. Il faut tout faire. Et puis nous, notre âge, en réalité, je serais assis quelque part ou bien actuellement je serais au lit. Mais le Togo me tient à cœur et j'ai consacré ma vie à la lutte depuis le pays jusqu'ici. J'ai consacré ma lutte à la lutte. Donc voilà. Mais ce qui est important, comme vous le dites, c'est la santé. Il faut d'abord la santé. Donc, depuis mercredi, donc j'ai été alité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on devait faire le live le vendredi. Et nous avons dû le reporter sur aujourd'hui. Voilà. Donc, merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bon, ça va. Donc, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur, un grand plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois. Je vous avais déjà reçu par 2 reprises et comme vous aussi, vous aimez tellement votre pays, vous avez accepté mon invitation pour venir faire vos analyses sur l'arrestation de notre brave dame, de la dame téméraire qui s'est levée, qui a dit « Haro, ça suffit comme ça, Faure ne doit plus, le peuple togolais ne doit plus avoir confiance en ce genre d'homme qui plutôt plonge le pays dans l'abîme. » Et madame avait pleinement raison. Elle a pleinement raison. Donc, voilà, nous devons tous nous atteler à la libération de notre cher pays, le Togo. C'est ça qui est très important. Ouais. Bien, en attendant d'aller dans le sujet, dans le vif du sujet, je vais vous présenter brièvement. Je vous avais déjà présenté, mais peut-être aujourd'hui, il y a d'autres qui sont là, mais qui ne vous connaissent pas assez. Bon, c'est une présentation brève de vous. Bien, vous êtes Cyril Kosigan Kokoukapolou et vous êtes docteur et professeur en sciences cognitives et psychologiques. Et vous êtes marié et père d'enfants et vous résidez avec votre famille au Canada. C'est ce que je peux dire. Si vous voulez ajouter quelque chose à votre sujet, vous avez le droit d'ajouter ou de retenir. Tout d'abord au Togo, une très grande partie de mes études au Togo. J'ai poursuivi en France où j'ai obtenu mon doctorat. C'est là où également j'ai eu l'opportunité d'enseigner à l'université pendant pratiquement 5 ans, 4 ans et demi précisément. Donc où j'ai eu également l'opportunité d'avoir été qualifié au grade de maître de conférence et que je devais continuer normalement ma carrière universitaire en France. Quand j'avais fini, j'étais rentré au pays et je voulais mettre ma petite lumière au service de mon pays, mais les choses ne s'étaient pas présentées comme on pouvait s'y attendre. Donc voilà, au départ, les Français ont plutôt dit, mais Kosigan reste plutôt avec nous parce que tu peux vraiment nous apporter.
Mais plus tard, j'ai compris que je devrais quitter la France pour venir m'installer ailleurs, ici, notamment en Amérique du Nord. Je me cache pas, je suis au Canada aujourd'hui. Donc voilà, c'est ici que je fais ma carrière tout doucement et espérant qu'un jour je pourrai mettre autrement aussi mes connaissances au service de mon pays. Donc voilà un peu justement mon parcours très rapidement. Je tiens tout de suite à dire que c'est vrai, on est peut-être les ouvriers de la dernière heure, mais nous sommes fiers de ça. Moi, je suis fier de ça parce que, à vrai dire, mon engagement n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai été très tôt marqué dès mon enfance par l'actualité politique donc de mon pays. J'avais 8 ans, 9 ans, je crois, ce régime-là. Donc je porte encore les cicatrices dans ma chair jusqu'à aujourd'hui. Donc après, je savais que tôt ou tard, je vais quand même apporter mes contributions. Et depuis 2014, 2015, je disais déjà à plein de gens qui me connaissent que tôt ou tard, je vais apporter ma petite lumière. Donc j'ai pris le temps d'analyser quand même le paysage sociopolitique de mon pays. J'ai pris le temps de lire beaucoup au fait l'histoire de mon pays avant finalement de me jeter dans la bataille. Et puis ça fait 2 ans déjà que j'ai commencé quand le projet de révision constitutionnelle a été lancé, que j'ai commencé à me faire attendre pour dire que ça c'est vraiment une insulte à l'intelligence collective de la nation. Et donc c'est là que mes premiers engagements ont commencé fortement à se former. Bien. Donc avant de vous poser la première question, nous allons écouter le procureur qui a prononcé son verdict et qui a foutu notre dame en prison. Voilà. Écoutons-le. Suite à la commission d'agissement réitéré constitutif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État imputable à Dame Nyakadé et Sozimna, au cours de sa garde à vue, elle a délibérément détruit un élément de preuve afin d'entraver le cours de la justice. À l'issue de cette enquête qui a permis de conforter les charges initiales recueillies à l'encontre de Dame Nyakadé et Sozimna, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de grande instance des chefs d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, publication de fausses nouvelles de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées, troubles aggravés à l'ordre public et entrave au bon fonctionnement de la justice. Inculpée de ces faits par le juge d'instruction, elle a été placée sous mandat de dépôt. L'information ainsi ouverte sera conduite par le juge d'instruction en stricte conformité avec le Code de procédure pénale. Merci, vous l'avez écouté et c'est dommage. Ils disent qu'il y a un élément qu'elle a détruit qui pouvait permettre de donner une piste à l'enquête. Alors, pourquoi on l'arrête si ils n'ont pas trouvé quelque chose dans cet élément-là qui pouvait permettre l'enquête? Et puis, les charges contre elle sont vraiment ubuesques. Et votre premier point de vue, ce qu'il a dit, Dr Cyril, la semaine qui vient de s'achever a été marquée par une véritable rafle orchestrée par le régime de Lomé. Il s'agit de l'arrestation violente de Madame Nyakadé, de celle de son fils Jonathan, puis de celle de Amron. Pour commencer, quelle a été votre première réaction? Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui savent, ceux qui me connaissent, lorsque j'interviens, généralement, il y a souvent des perturbations, hein. Donc, vous devez vraiment être réactif. Ah oui. Vous devez être, ouais, ça, beaucoup le savent déjà que quand j'interviens dans les lives, il y a beaucoup de perturbations. Donc, j'invite nos internautes et puis nos concitoyens
à vraiment nous suivre et puis à nous soutenir. Oui, justement, Oui, donc, ce qui est... Oui, tout d'abord, merci, cher René. Ma première réaction, c'est une profonde colère que j'ai ressentie, une indignation vive. Et je dois dire que j'ai ressenti les mêmes émotions, les mêmes sentiments quand Amron a été arrêté. C'était les mêmes émotions qui m'ont traversé quand j'ai appris l'information. Vous le savez déjà, nous sommes face à un régime qui ne recule pas, qui a institutionnalisé l'injustice, et donc du coup ça ne doit pas nous surprendre. Vous avez joué tout à l'heure l'élément en votre possession, je l'ai écouté hier nuit, donc j'ai écouté le procureur de la République, Monsieur Talaka Mawana. Des fois, je me pose la question si on a été dans les mêmes écoles, si ces aînés-là ont fait les mêmes bancs que nous, parce que dans ce qu'il dit déjà, il se contredit. Moi, j'ai pas fait le droit. Et je laisse ce périmètre de compétences à ceux qui ont fait le droit, à ceux qui sont des spécialistes donc du droit. Mais je sais que pour pouvoir inculper quelqu'un, il faut qu'il y ait au moins l'intention d'abord. Il faut qu'on prouve que la personne a vraiment l'intention de l'acte qu'il veut poser. Ensuite, il faut la matérialité, il faut qu'il ait des preuves. Et les deux ne suffisent pas. À mon avis, je pense que c'est ce que dit le droit. Mais il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une causalité entre l'intention et puis les preuves. Maintenant, la preuve, vous dites que la personne l'a détruite. Donc, si la personne détruit la preuve, donc du coup, la preuve n'existe pas. Donc, du coup, là, vous inculpez la personne uniquement en vous basant sur l'intentionnalité, sur l'intention. Donc, voilà, je laisse une fois encore... ceux qui sont spécialistes du droit à se prononcer là-dessus, mais je lis beaucoup, je suis un intellectuel, je ne suis pas simplement dans mon domaine de spécialisation à moi. Un intellectuel à un moment donné, s'il fait la sociologie, il doit être en mesure de sortir du champ de la sociologie. S'il fait le droit à un moment donné, il doit être en mesure de sortir du champ de droit. C'est comme ça qu'on devient un intellectuel, sinon on reste un diplômé. Donc du coup... le peu que je sais en sociologie, politique et puis un peu en droit, je pense que pour pouvoir charger ces chefs d'inculpation à une personne, il faut qu'il y ait au moins ces trois éléments réunis. Donc là, on nous dit que la preuve n'existe pas, mais quand même on condamne. Donc qui a posé qui a assassiné, qui a fait Dja et Majulba? Tout à fait. Quand vous regardez, quand vous lisez dans les livres saints, que ce soit le Coran ou que ce soit la Bible, Allah dit quelque chose ou Dieu dit quelque chose qui est très important. Tout au moins, ces écrits disent quelque chose qui est intéressant, qui est ce qu'on appelle la logique de l'inversion. Lorsqu'un pays rentre dans une logique d'inversion ou une personne rentre dans une logique d'inversion, on commence à dire que le pays est dans l'abomination ou est sous l'abomination. L'inversion, c'est à partir du moment où vous appelez la justice, vous appelez l'injustice la justice. À partir du moment où vous appelez la vertu le vice. À partir du moment où vous appelez la vérité le mensonge ou le mensonge la vérité. Là, on rentre dans une logique d'inversion. Et l'inversion, c'est vraiment une œuvre diabolique. Vraiment diabolique. Parce que vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui sont dans une logique d'inversion. Et généralement, ce sont des psychopathes, des sociopathes, des pervers qui utilisent justement cette mécanique-là. Donc, c'est très clair dans l'histoire que quand un peuple commence à pratiquer, à inverser, à appeler la justice, l'injustice, et l'injustice, la justice, quand on commence à inverser les choses comme ça, ce peuple-là est vraiment dans la malédiction. Et quand notre cher aîné Ferdinand a été souvent, quand j'ai le temps, je l'écoute, à 75% de mes temps, je l'écoute, quand il dit que le Togo est pire que Sodome et Gomorrhe, je pense qu'il a raison. Donc, c'est dans ce pays-là qu'on est. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ressenti de l'indignation face à l'arrestation donc de Madame Nyakade, mais comme je le disais également, mais au-delà de l'indignation humain, je ressens beaucoup plus encore une énergie, une détermination à moi. Mais quand on sait lire entre les lignes, on sait quand même que c'est un régime qui est aux abois, mais qui ne va pas lâcher facilement le morceau. Et donc, il est très important que nous puissions redoubler cette détermination-là, cette énergie,
pour bousculer donc le cocotier et puis faire tomber ce régime-là. Et je pense que c'est vraiment le but de notre lutte, faire tomber le régime et libérer le pays. Et c'est deux choses différentes. Faire tomber le régime et libérer totalement le pays. Merci, docteur Cyril. Certains observateurs estiment que l'arrestation de Mme Nyakadé par le régime était prévisible. Mais partagez-vous cette analyse? Et si oui, quels signes avant-coureurs permettaient de s'y attendre? Nous connaissons le régime dans lequel nous sommes. Oui, à mon avis, cette arrestation était en grande partie prévisible. Comme le dit un test, personne ne connaissait ni l'heure ni l'endroit, en fait. Donc, c'était prévisible en partie. Et surtout quand on sait que le régime est en train de suffoquer présentement, le régime est en train de paniquer, même un simple écran noir de quelques secondes à la TVT suffit pour encercler la TVT, pour commencer à creuser des tranchées et à fermer une partie de la frontière entre le Togo et le Ghana. Quand on commence à regarder ces petits signes-là, on sait que le régime est en train de souffrir, en train de paniquer. Moi, je n'ai jamais vu, cher aîné, c'est vrai quand même que vous avez un grand recul par rapport à nous, la jeune génération, mais de mon temps, je n'ai jamais vu ce régime autant en panique, en fait. Et je sais pourquoi le régime est en panique et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que il y a des armes qu'on peut utiliser contre des psychopathes et des sociopathes. Et l'arme la plus efficace est la délégitimation. Et la délégitimation morale, et à un moment donné, nous avons su vraiment, le mouvement 66, le M66 a su vraiment bien manier donc cette délégitimation morale pour cibler un certain nombre de dirigeants donc de ce régime. Et je vous dis que ça ne leur fait pas vraiment bon ménage, hein, ça y pisse vraiment dans leur froc. Et donc ça, je peux facilement le voir. Et puis voilà. Donc si on connaît déjà ce contexte-là, on peut facilement s'y attendre en partie, comme je le disais. Donc depuis les premières tribunes, Nathaniel Olympio qui faisait la lessive dans une de ses vidéos, pas dans la vaisselle, dans une de ses vidéos, exactement. Et il disait que mais là la dame commence à être vraiment sérieuse et puis cohérente. Et il était vraiment requinqué justement par cette constante de la dame. Et puis dit il faut vraiment que nous aussi, entre guillemets, nous les leaders traditionnels, que nous commencions aussi à faire quelque chose. Donc ça montre effectivement que la dame, ce qui a fait qu'à un moment donné, elle commençait à gagner le cœur des Togolais, c'était sa constance et puis sa cohérence. Constance, lorsqu'elle a commencé à appeler à maintes reprises à la démission du président du conseil. En tout cas, désolé, je ne sais plus vraiment qui est le président parce que jusqu'à présent, je ne sais pas vraiment expliquer ça à ma fille, à mes enfants. C'est parce que quand je leur dis, mais à la tête de notre pays, on a deux présidents, ben, ils ne comprennent pas. Mais je ne force pas aussi à leur expliquer ça parce que si vous forcez les enfants à comprendre vraiment ce qui n'est pas compréhensible, vous risquez de faire de ces enfants-là demain vraiment des personnes qui ont des troubles mentaux. Donc moi, je ne veux pas vraiment fabriquer des enfants qui ont des problèmes de santé mentale plus tard parce qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi la tête de notre pays est nulle part ailleurs, on a deux présidents. Mais tout au moins, elle appelait quand même de manière répétée, au fait constante, à la démission du président du Conseil, un message que le régime a perçu comme une haute trahison. Ça, il faut tout de suite le noter. Donc, la constance, elle paie le prix de la constance et elle paye aussi le prix de la cohérence. La cohérence, c'est qu'elle a utilisé son expérience à la tête du ministère des Armées pour adresser directement des appels aux forces de sécurité et aux forces de défense. Et ça, le régime l'a perçu comme une menace directe. Donc, voilà. Donc, face à son engagement, comme je le décrivais tout à l'heure, qui était cohérent et constant, il avait des signes annonciateurs qui vous en souviennent que dès le départ, déjà, il y avait cette affaire de drone qui surveillait de façon accrue sa résidence et puis son entourage. Il y avait des informations aussi qui circulaient sur ce qu'on appelle l'état de filature, c'est-à-dire le fait que le régime la suivait de partout et on contrôlait ses sorties, ses entrées et ses sorties. Donc on avait déjà des informations là-dessus. Ensuite, il y a il n'a qu'à venir et puis après on va faire des commentaires, on va voir. Donc on va lui répéter le Togolais maintenant sur ce plan-là est vraiment très mature. On va lui répéter l'opération qu'on a faite avec Monsieur Adjourovi. Donc voilà, je pense qu'il a craint vraiment ça.
Lui qu'on appelle l'animal politique, il avait commencé à avoir peur de la cage des questions, tout simplement, donc dans une émission télévisée. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a plus annoncé qu'il va repasser faire cette émission-là. Donc il y avait déjà des signaux comme ça qui commençaient déjà. Et à mon avis, le régime aurait pu déjà l'arrêter depuis très longtemps. Mais le M66 et puis le peuple togolais a remporté la victoire il y a ces 2 dernières semaines, surtout après le 30 août, après les représailles de la manifestation qui était organisée. On a connu un relâchement, à mon avis, qui sont liés à 3 choses, à 3 ou 4 choses. Oui. D'abord, il y a la fièvre de la rentrée scolaire, donc qui a commencé à détourner un peu donc les énergies. Donc les gens commençaient à se demander est-ce que la rentrée va avoir lieu ou ne va pas avoir lieu. La question des fournitures. Donc on a commencé à jeter vraiment ces histoires-là avec la Banque mondiale qui a normalement financer les fournitures scolaires, mais le régime s'est approprié. Donc, on a commencé à nous détourner un peu avec ces histoires. Et puis après, tout de suite, il y a une vague de distraction, à mon avis, orchestrée par quelques activistes, quelques infiltrations, justement, qui ont secoué un peu la toile. On commence à savoir qui est France-Africain, je ne sais pas quoi, qui ne l'est pas, qui est plus révolutionnaire que d'autres. Donc, il y a vraiment des querelles entre les acteurs au fait à un moment donné. Et il y a quelque chose que les gens n'ont pas aussi soulevé. C'est la fête de la pierre sacrée. C'est la fête de la pierre sacrée. Donc, donc j'évoquais le dernier facteur qui, à mon avis, est la fête de la pierre sacrée. Vous avez vu le monde. Ouais. Si on demande au peuple togolais de se mobiliser comme ça, normalement, le régime, là, c'est que va tomber dans très peu de temps, dans quelques heures, normalement. Donc, quand on rassemble tous ces vidéos chez les Gains, n'est-ce pas? Oui, chez les Gains, chez nos amis les Gains. Ouais. Chez nos amis les Gains, effectivement. Donc, quand on rassemble ces faisceaux-là, ces éléments-là, donc, nous avons baissé la garde. Il faut se dire la vérité. Ça arrive dans une révolution, c'est pas une dramaturgie, c'est pas un drame. Mais on a baissé la garde. Et donc, comme le régime a su qu'on a baissé la garde, ben voilà, il saute justement, donc exactement. Donc, il saute vraiment sur Madame Niakhaté et puis et surtout que parmi les blogueurs ou certains qui se disent des gens qui parlaient du Togo il y a longtemps et entre-temps, il y a eu un choc entre eux. Il y a eu un choc ici et j'avais pas vraiment du temps, mais j'ai quand même pu trouver un peu de temps pour dire que j'ai pris le temps d'analyser vraiment ces querelles-là. Et j'ai dit que on ne laissera plus vraiment ces acteurs nous détourner de la révolution. Et moi, j'ai pris le temps d'étudier rapidement leur personnalité. Et puis, j'ai fait la vidéo en disant que s'ils veulent perturber la classe, s'il y a des perturbateurs dans la classe, moi, je vais à ma modeste échelle. Je ne dis pas que c'est moi seul qui fait quoi que ce soit. Non, mais à ma modeste échelle, je vais tout de suite, au fait, publier, faire des lives pour dénoncer leur personnalité qui me posait un peu de problème, ces questions d'ego au fait que les gens voulaient mettre en avant, ces questions d'ancienneté, je suis dans la révolution, avant, nous on a fait ceci, on a fait ça dans d'autres pays, mais que les gens attendent que la révolution finisse et que l'histoire fasse d'eux des leaders de la révolution. Mais que personne ne s'arroge aujourd'hui déjà le titre de « Je suis révolutionnaire ». Nous, on connaît vraiment les méthodes de ceci, de ça. Non, il faut avoir de l'humilité ici, là. Dans une révolution, on ne fait pas carte solo. Dans une révolution, on joue à une intelligence collective. Chacun apporte sa connaissance. Et il faut avoir l'humilité que quand on apporte sa connaissance, que cela ne soit pas... les gens brandissent leurs études, mais c'est... ça fait quand même, vous m'excusez, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des études là, ça fait plus de 25 ans que personnellement, 22 ans, c'est que mais qu'on a fait des études, mais on ne vient pas dire c'est que mais je connais et puis non, il faut jouer à l'intelligence collective, même le plus modeste. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut comprendre la naissance et la bénédiction que nos ancêtres ont mise sur le mouvement 66, sur le M66. Nos ancêtres ont choisi les plus petits, ont choisi ceux qui peuvent confondre les forts et les sages.
Donc, mais si on était capable, nous les intellectuels, on était capable de faire quoi que ce soit, mais pourquoi nous l'avions pas fait avant? Mais c'est dans nos guerres fratricides entre nous, nos incompréhensions, qu'on a toujours, d'une manière ou d'une autre, parfois pas forcément intentionnellement, on a contribué nous-mêmes à saboter, à saboter les différentes révolutions, les différentes phases de la révolution jusqu'à aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, nos ancêtres et Dieu, le Tout-Puissant, ont choisi de porter la main sur ces gens-là, que personne ne considérait avant, on disait de celui-ci, de ça, ils chantaient n'importe quoi. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, certainement que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais... DCPJ. Oui. Comment interpréter cette succession d'annonces contradictoires et que révèle-t-elle sur la situation politique et judiciaire actuelle de notre pays? Oui, tout à fait. Oui, c'est une très très bonne question. Les gens peuvent penser que c'est une contradiction, que c'est une opacité dans l'approche du régime, mais ne nous trompons pas. Dans une dictature, rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé. C'était une stratégie délibérée. C'était une stratégie bien calculée. On appelle ça les rumeurs contrôlées. C'est une technique qui consiste à livrer une guerre psychologique et une guerre cognitive contre une population. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que ces rumeurs, ces démis-annonces et puis ces démentis consistaient d'abord à tester, au fait, les réactions de l'opinion publique, les réactions de la population. Et même quelque part aussi les réactions de la communauté internationale. Donc on lance les rumeurs pour voir un peu comment la population va réagir. Oui. Et si la population réagit, on calme le jeu. Et on recule, en fait. Donc c'est une stratégie bien pensée par le régime. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Amron, par exemple, lui, il a une très très grande popularité, au fait, donc déjà dans le pays et même au niveau international. Donc, le régime sait très bien qu'il ne peut pas vraiment porter la main directement, par exemple, sur lui. Donc là, il va considérer que justement, il est en position de domination, il domine au fait le rapport de force. Mais si la population réagit, il va plutôt considérer qu'il est en position de faiblesse. Donc, le régime a profité justement donc de ce relâchement qu'on a connu, et puis voilà. Et il a mis justement donc la main sur Madame Nyakade. Donc une fois encore, il faut qu'on fasse attention à des moments de relâchement. Il faut qu'on soit vraiment très proactif. Il faut pas qu'on baisse les gardes. Sinon le régime profitera de ça. J'ai tout à l'heure dit que l'un de nos atouts, l'une de nos forces a été l'influence médiatique et populaire jusqu'à maintenant. Donc si on relâche ça, c'est notre plus grande force, notre plus grande arme. Si on relâche ça, le régime va vraiment avancer et vraiment et puis taper très fort. Merci, docteur Cyril, pour cette analyse. On va écouter une petite vidéo encore et puis on avance un instant. Bien. Pourquoi un dictateur s'attaque toujours aux activistes? Au Togo, comme dans beaucoup de régimes autoritaires, s'attaquer aux activistes n'est jamais un acte isolé, mais c'est plutôt une stratégie bien calculée. La récente arrestation d'Amron et d'autres militants illustrent parfaitement cette logique. En neutralisant ceux qui osent parler, ceux qui osent dénoncer les abus ou ceux qui osent organiser les contestations, le pouvoir ne cherche pas seulement à faire taire la critique. Il cherche surtout à créer un vide au sommet de la résistance. Ce vide a un effet psychologique immédiat sur la population. La colère peut exister, mais elle est souvent tempérée par le découragement. Les citoyens se retrouvent sans guide, sans figure de résistance capable de canaliser leur frustration et de transformer leur indignation en action collective. Le tyran sait que sans leadership visible, la mobilisation se fragmente. Les initiatives s'éteignent et la peur devient plus forte que la volonté de résister. Chaque arrestation devient alors un signal. Le message qu'on essaye de vous envoyer, c'est simplement « Regardez ce qui arrive à ceux qui osent se lever ». Pourquoi est-ce pertinent pour le tyran? Je m'arrête là. D'après... Commencé à écouter ils étaient des blogueurs à l'époque avant de devenir mouvement 66, M66. Ça m'a pris quand même moi-même 2 ou 3 semaines de réflexion avant de m'aligner sur la vision qu'ils proposaient. Mais je considère quand même que tôt ou tard, on aura besoin quand même des leaders, mais toute révolution n'a pas tout de suite besoin de leaders. On l'a vu même également
comment vous appelez ça, on a vu en Tunisie, on n'a pas eu besoin de leader. Il a fallu que celui-là s'immole. Exactement, c'est ça. De légumes s'immole et ça prend feu dans tout le pays. C'est ça. Même quand nous prenons, même à côté de chez nous, mais nos voisins du nord, du septentrion, les Burkinabés, quand d'abord, ce qu'ils ont fait au départ, c'était plutôt un soulèvement, mais quand ils ont vu que le soulèvement n'a pas résolu vraiment le problème, ils sont revenus plus tard avec les 2 autres coups d'État, et pour achever finalement la révolution. Donc c'est une révolution qui comporte beaucoup de leçons, la révolution burkinabé. Mais la question justement, c'est est-ce qu'on a besoin non, je pense que l'une des difficultés que raconte le régime jusqu'à aujourd'hui, c'est justement le fait qu'on n'a pas de leader à la tête. Donc le régime est déboussolé aujourd'hui. Le régime ne sait plus avec qui dialoguer. Même entre-temps, ils ont envoyé monsieur Jean Degly, qui a lancé quelque chose comme ça dans l'espace politique et médiatique. Ça montre que justement le régime a vraiment des difficultés et même le régime s'est tiré vraiment des balles dans le pied avec les élections locales. Si moi j'étais vraiment stratège, j'aurais tout fait justement pour donner beaucoup plus de légitimité en gonflant tout simplement le score de quelques leaders politiques ou des partis politiques qui sont allés aux élections, de sorte que au moins symboliquement je puisse avoir un peu de légitimité pour discuter avec ces leaders-là. Mais là, il est très gourmand, il a été ramassé tout. Ah oui, c'est ça. Il a été ramassé tous les, on va dire, toutes les voix. En tout cas, on sait quand même comment les choses se sont passées. Hein. C'est dire donc que le régime aujourd'hui fait face à un vide politique devant lui. Et c'est ça, au fait, qui lui donne vraiment le vertige. Mais je veux quand même dire et rassurer, et ça j'ai commencé à le dire depuis très longtemps pour ceux qui nous suivent, que tôt ou tard, il camouflait un peu justement donc sa stratégie. Donc on n'a pas véritablement pour l'instant de leader, donc oui quelque part ça dessert le régime, ça nous dessert aussi nous un tout petit peu, mais je pense que ça fait plus du mal au régime que ça fait du mal la population. Pourquoi vous pensez à Madame Niakhaté du moment où elle est en prison? Vous vous souvenez qu'elle avait voulu créer son propre parti, mais on le lui a refusé. Donc, pourquoi vous pensez à elle alors qu'elle est en prison? Elle n'est pas encore libérée. Peut-elle être un leader en prison? Je sais que dans certains pays, il y a eu des leaders en prison qui... Oui. Enfin, si je prends le cas de la Turquie, il y a eu un leader qui a été arrêté depuis 95 ou 96, qui croupit actuellement en prison. Et dans le temps, tout ce qu'il disait, les Kurdes suivaient. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça ce n'est pas un très bon exemple, puisque le régime l'accuse de leaders terreau, etc. Oui. Voilà. Donc, ce leader-là, c'est Öcalan. Alors, pensez-vous que Madame Niakhaté puisse être un jour un leader et surtout qu'elle est aujourd'hui en prison? Et comment vous faites ce rapport-là? L'avenir nous le dira, mais on peut déjà, comme on le dit chez moi, un mouton qui aura beaucoup de graisse, une chèvre qui aura beaucoup de graisse, on le reconnaît, on la reconnaît dans sa marche. Donc, quand une chèvre... mes éléments de réponse à ça, si elle peut vraiment incarner être leader et puis incarner la résistance, mais je la vois aujourd'hui beaucoup plus dans le rôle de ce qu'on appelle un déclencheur, un détonateur. Oui, mais si elle est un déclencheur ou un détenteur, mais quelle est la position de Amron? Amron aussi, c'est un détonateur. C'est-à-dire que dans une révolution, il faut être vraiment très attentif. Il y a plusieurs détonateurs. Je vous donne l'exemple. D'abord, Amron a été un détonateur. Je considère que Sativi aussi a été un détonateur, mais on n'a pas su exploiter la détonation de Sativi. Et je considère aussi que la femme
qui avait un enfant de 3 mois ou de 4 mois, par exemple, qui a été arrêté. Normalement aussi, cette dame-là, c'est un détonateur, mais on n'a pas su capitaliser sur ça. Et là, aujourd'hui, Madame Nyakadé est un autre détonateur. Maintenant, est-ce que Amron peut incarner plus tard? Est-ce que Madame Nyakadé peut incarner plus tard? J'ai mes éléments de réponse, mais je veux pas vraiment. Je veux qu'on aille peut-être pédagogiquement. J'analyse aussi, je regarde. Je sais quand même qu'ils ont vraiment quand même l'étoffe. Mais il faut beaucoup de choses justement pour être un leader. C'est pas simplement est-ce que la personne a des compétences, est-ce que la personne a une influence. Non. Moi, je vous donne par exemple, je vous donne cet exemple-là. Je défends aujourd'hui Madame Nyakadé. J'ai fait la même chose pour. Ça, c'est une malédiction qu'on a depuis très longtemps. Il y a aussi le leader du PNP, Monsieur Tipi Achada. Oui, tout à fait, exactement. Non, je ne l'oublie pas. Juste, vous savez, en 2017, j'ai pas suivi toutes les séquences de ce qui s'est passé parce que c'était l'année où j'ai soutenu mon doctorat. Donc, c'était vraiment très très chaud pour moi à l'époque. Mais j'ai suivi une grande partie, mais j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour l'homme qu'est Tipi Achada. Je lui garde toujours la même estime et le même respect, mais le Togolais ne sait pas protéger ses leaders. Il fait toujours, je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais le Togolais joue tellement à l'individualiste que il ne comprend pas le rôle des détonateurs. Non, mais c'est quand même un peu curieux, quoi, avec le Togolais. Mais à ce stade, par exemple, avec Madame Nyakadé, on ne dit pas, est-ce que demain elle sera présidente ou pas? Non. On dit tout simplement, mais qui est capable aujourd'hui de nous donner la main? Qui est capable aujourd'hui de nous faciliter la marche pour que nous puissions réussir, au fait, notre objectif? C'est tout ce qu'on dit. Mais là, tout de suite, non, mais elle vient de la maison, elle était où avant? C'est entre eux-mêmes, les gens du Nord. Mais écoutez, mais Togolais, c'est que, mais qui sommes-nous vraiment, au fait? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Non, mais permettez que je n'ose pas le temps sur mes concitoyens togolais, mais il faut qu'on se dise des fois aussi la vérité. Quand moi je lis les livres d'histoire, j'en ai lu quand même pas mal, mais je suis toujours choqué, je suis toujours profondément blessé parce que je considère que quand le premier père, le père de la nation, le président Sylvanus Kwame Epiphanie Olympio, quand ce qui lui est arrivé, je ne vais pas dire lâcher les mots pour qu'on puisse nous censurer ici, mais les gens comprennent. Mais nous devons protéger, quel qu'il soit, même si hier on les connaissait comme des traîtres ou des gens qui n'étaient pas avec nous, mais à partir du moment où ces gens-là viennent vers nous, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ils sont constants, ils sont cohérents, mais on n'a pas besoin de savoir est-ce qu'ils vont devenir président ou présidente. On a juste besoin de savoir est-ce qu'ils ont des compétences à nous apporter pour que nous puissions réussir notre combat. C'est tout ce qu'on demande. Oui. Vraiment, hein? Bien, on continue. Après Madame Nyakadé, c'est Amron que le régime arrête le lendemain. Mais lui, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, tandis que Madame Nyakadé a été inculpée pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, trouble aggravé à l'ordre public et incitation de l'armée à la révolte avant d'être placée sous mandat de dépôt. Quel est votre regard sur cette double arrestation et qu'est-ce qu'elle révèle de la stratégie actuelle du régime? Tout à fait. C'est une très 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 bonne question, cher Aîné. Vous avez joué un extrait de vidéo en haut qui exprime justement la stratégie du régime. Mais le régime nous envoie dans cette phase de relâchement que tout le monde peut être frappé, que toutes les figures de la révolution peuvent être frappées. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et je veux profiter encore pour faire un coup de gueule. Mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé en juin et en juillet, notamment en juin, mais ceux qui ont été frappés, ce ne sont pas ceux qui sont sortis pour faire la manifestation. Hein. Pardon, c'est ceux qui ont été déjà, ceux qui sont tombés là. Ce ne sont pas des gens qui étaient sortis pour la manifestation. C'est vrai, ceux qui sont sortis, il y a des gens qui ont été tabassés. Malheureusement, ça, il faut s'y attendre. Je reviendrai certainement là-dessus. Mais c'est ceux qui sont restés à la maison. Donc, ça, c'est un message à envoyer à tout le monde.
que vous restiez à la maison ou que vous ne restez pas à la maison, que vous décidiez vraiment de participer à la révolution, vous ne décidez pas de participer à la révolution, mais tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question que vous avez soulevée, mais ça amuse une fois encore. C'est le même credo, c'est les mêmes chefs d'inculpation, ça on connaît ça. Mais regardez un peu. C'est moi les informations que j'avais lues avant-hier, avant de lire, d'écouter le procureur de la République, Monsieur Talaka Mawana hier. Il y a, on peut résumer ça, 3 chefs d'inculpation contre Madame Nyakade. Nyakade. Ouais. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État, premier chef d'inculpation, trouble aggravé à l'ordre public et incitation de l'armée à la révolte. Quand vous prenez Amron, lui, on lui a étiqueté, on lui a collé 2 chefs d'accusation, plus ce qui pesait déjà sur lui, l'outrage à la personne du président et tout ça. Lui, c'est appel au soulèvement populaire et trouble aggravé à l'ordre public. Donc, une fois encore, je ne suis pas juriste, mais quand vous observez attentivement, c'est que le régime considère qu'il y a 2 sources de menaces pour lui. Le régime considère que la première source de menace, c'est Madame Nyakade. Et là, c'est une source qui peut venir de l'armée, au fait. Vous voyez, l'autre, c'est sécurité. C'est ça, exactement. Elle a été ministre de l'armée. C'est ça. Donc, Madame Nyakade est redoutée comme une figure capable de secouer le cocotier de l'intérieur, c'est-à-dire l'armée, au fait. Vous voyez? Donc, on l'a placée en haut de la pyramide. Donc, l'autre, c'est l'armée. Et Amron, on l'a placé en bas. Amron, lui, il est redouté comme une figure. Je sais très bien que c'est là où se trouvent les 2 failles, les 2 grandes failles aujourd'hui. Donc, c'est une fois encore, vous savez que les gens, c'est vrai, il ne faut pas surestimer le régime RPT UNIR, mais c'est un régime quand même qui a un service de renseignement très, très, très développé. Très développé. Ça, il faut pas qu'on sous-estime ça. Donc, le régime a vu vraiment que c'était ça. Et comme je vous l'ai dit, le régime a considéré que, au regard de ce que je vous ai dit précédemment, comme la population peut réagir spontanément si il mettait en prison Amron, il a plutôt préféré faire peser sur sa tête l'épée de Damoclès pour l'instant. On ne l'a pas encore lâché, hein, mais lui, on fait peser, mais tu sais ce qui pèse sur toi, donc il faut plus vraiment aller faire des lives et tout ça. Il faut faire attention parce que tu es capable de mobiliser la base, la population. Et comme on n'a pas su une fois encore réagir pour défendre Madame Nyakade, mais je pense que les Togolais vont le faire, hein, et ça, il faut pas qu'on se trompe. Donc, ils ont préféré plutôt mettre la main pour l'instant sur Madame Nyakade. Mais je pense que même si le régime, le service de renseignement, le système judiciaire est logique dans la stratégie utilisée, je pense que d'un point de vue tactique, c'est une très grande erreur en fait. C'est une très 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 grande erreur. C'est un calcul tactique vraiment qui peut être fatal au régime parce que là, ça suppose que le régime sous-estime l'influence et la capacité de Madame Nyakade, alors que moi, de plus en plus, je commence à voir que dans l'armée, ça va bouillir et ça va bouillonner là. Donc, que le régime fasse attention. Je pense que le calcul tactique que le régime a fait risque vraiment de se retourner contre lui et à tout moment, il peut avoir le feu à la forêt, le feu à la savane. Donc, il faut que le régime s'apprête à ça. Merci beaucoup pour cette analyse. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises en vidéo pour demander que l'image et la dignité de Madame Nyakade soient protégées. Oui. Vous avez également précisé que le peuple ne devrait pas confondre sa personne avec la relation controversée entre sa fille et le président du Conseil. Tout à fait. Après votre analyse de son message vidéo, peut-on dire que vous la connaissiez personnellement, Dr Cyril? Je ne la connais pas personnellement. Je n'ai pas de relation intime avec Madame Nyakade. Effectivement, j'ai fait plusieurs lives et plusieurs capsules vidéo pour appeler le peuple togolais à rester très vigilant et très très lucide pour protéger l'image et la dignité de Madame Nyakade, parce que je voyais déjà en elle
aussi l'image de toute femme, de toutes les femmes togolaises qu'il faut respecter. Et j'aurai l'occasion de revenir sur le symbole que représente Madame Nyakadé pour les femmes aujourd'hui. J'ai même utilisé la formule que je voudrais reprendre ici, former un bouclier autour de Madame Nyakadé. Donc je pense que cette formule-là, elle vient de moi. J'ai déjà dit, nous devons former un bouclier autour d'elle. Comme nous avons su le faire pour Amron, nous aurons dû et nous devons le faire justement pour Madame Nyakadé également. Donc, je tiens une fois encore à le dire clairement, j'ai pas de relation intime avec elle, mais c'est pas ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, à mon avis, comme je l'ai dit, c'est comment protéger chaque leader. Et je m'engage et je me suis engagé à le faire. Tous les leaders qui vont venir et qui vont apporter une contribution significative pour faire avancer notre lutte, moi, je me mettrai vraiment à leur côté pour les protéger. Parce que je vous ai dit, c'est un constat et qui est un constat bien documenté. Nous ne savons pas bien protéger nos leaders et ça c'est pas oui. Tout de suite, j'ai fait plusieurs vidéos justement donc pour appeler à ce qu'on forme justement ce bouclier citoyen autour d'elle. Mais je considère que c'est une personne, c'est une dame, comme j'ai eu à le dire, qui est vraiment courageuse, qui a un courage exceptionnel. Oui, docteur Cyril. Un courage exceptionnel. Docteur Cyril, c'est pas ce que d'autres personnes disaient. Hein. On disait que bon entre et Madame Nyakadé, c'est la même chose. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Mais il a fallu l'arrestation de Madame Nyakadé pour que des gens ravalent leur langue. Même demain, les Togolais sont encore capables de dire que même encore cette arrestation aussi, c'est un jeu de chaises entre le régime et elle. Donc le Togolais, il faut quand même qu'à un moment donné, il soit libéré, délivré et exorcisé même de cette mentalité-là. Cette mentalité, oui, c'est vrai, parfois le Togolais se réfère au passé. On connaît bien le cas de Monsieur Pascal Bodjona, qui nous a fait le sale tour qu'il a fait aujourd'hui. Mais une fois encore, c'est que le Togolais, quand il a cette tendance, il fait ce qu'on appelle l'idéalisation. Quand on a quelqu'un comme ça, on veut sauter tout de suite sur lui en disant ah, c'est lui qui va être notre prochain président. C'est lui qui va être... Ça, c'est autre chose. Comme je le disais tout à l'heure, si Madame Nyakadé sort demain et qu'elle présente un programme de société, elle est présidentiable, elle veut compétir aux jeux électoraux pour devenir présidente, si elle présente un programme de société qui ne me convient pas, moi, je vais la combattre. C'est pas ça qui est important. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Pour l'instant, là, c'est que, mais allons palier par palier. Qui nous aide à obtenir la fin de ce régime-là. Si nous finissons ce palier-là, cet objectif-là, on va regarder qui présente le meilleur programme de société pour gouverner le Togo. Et en ce moment-là, on choisira entre Amron, Monsieur Nathaniel Olympio, Madame Nyakadé, Monsieur, comment vous appelez Monsieur Fabre, s'il veut compétir, là on verra ça. Ça c'est une autre bataille après au fait. Voyez-vous, mais de vous à moi et les Togolais et les internautes qui nous suivent présentement, est-ce que vous connaissez un homme politique, une femme politique qui a été au cœur de ce pouvoir, de ce régime-là, et qui est sorti et qui a fait en moins de 6 mois, 7 mois, ce que Madame Nyakadé a fait de façon cohérente et constante, qui a commencé au fait à publier des informations documentées. Mais généralement, qu'est-ce que nos leaders politiques au Togo font? Souvent, ils se basent juste sur des constats et sur leurs sensations, leurs sentiments. Mais Madame Nyakadé a commencé une pédagogie que je salue ici, qui est je publie des informations, je publie des tribunes, et il faut que j'apporte des faits, des éléments, des preuves. Et c'est sur la base de ces faits-là, de ces preuves-là, qu'elle tire la conclusion que ce régime-là, ce président-là, même si vous lui donnez encore un centenaire, si vous lui donnez encore 100 ans, mais le monsieur va toujours échouer chaque jour, en fait. Le régime va toujours échouer chaque jour. Donc, elle était dans une démarche méthodique. Et pour moi, vous m'excusez, pour moi, un intellectuel et un chercheur universitaire, mais c'est ça que j'attends, au fait, parce que elle vient élever le débat, elle vient élever la procédure, la démarche pédagogique que nous devons avoir. Et donc, je ne connais pas
un homme politique ou une femme politique et qui a quitté ce régime-là et qui a été dans cette démarche méthodique. Les gens commençaient à dire que bon, elle était vraiment, c'est la frustration, elle avait de l'amertume parce que ceci, parce que ça. Non, il faut savoir lire des vidéos. On a connu des hommes, c'est au niveau des hommes. Il y avait Monsieur Perret qui a quitté avec Agbeome le bateau. Et puis après, en fin de compte, ils sont retournés là-bas. Ils sont retournés avant de ressortir. Voilà. Voilà. Donc, cette dame elle a osé, elle a été téméraire, on lui doit beaucoup de choses, hein. On lui doit beaucoup. Il faut dire la vérité, hein. Faut dire la vérité. Tout à fait. Quoi qu'il advienne, en 7 mois, cette dame a ce qu'elle a fait parce que, vous voyez, la plupart des activistes qui sont intervenus, même des analystes qui sont intervenus, et je voudrais remercier, cher Aîné, ce que vous faites de façon constante également, à travers ce canal depuis très longtemps. Je veux lancer également un coup de chapeau au professeur Issifou, par exemple la Pyramide Togo et puis bien d'autres. Les gens se sont appropriés ces tribunes pour fonder les arguments des dénonciations. C'est ça qu'on appelle, c'est ça une démarche politique dans un pays. Moi, j'ai fait l'Europe, j'ai fait la France, et je suis aujourd'hui en Amérique du Nord. Mais les jeunes, on recrute très tôt les jeunes dans les différents partis politiques de l'opposition pour qu'ils puissent apporter vraiment une nouvelle façon de faire, une approche pédagogique. Quand je me promène par exemple dans les lives de nos amis camerounais, dans les lives de nos amis un tout petit peu aussi ivoiriens, mais beaucoup plus camerounais, mais ils ont un niveau que nous on traîne à avoir. Oui, on a des gens aussi parmi nous, évidemment, mais au niveau de la masse, on traîne à avoir ça. Donc, Madame Nyakadé est venue nous apporter justement une nouvelle façon de faire, de façon très méthodique. On a vu Amron un stratège très fin, un tacticien. On a vu Madame Nyakadé dans une méthode cohérente également. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir à la question que vous m'aviez posée, moi, tout simplement, je veux suivre des gens qui nous apportent vraiment cette cohérence-là, parce qu'on ne peut pas faire face à un régime bien implanté pendant 6 décennies et nous amuser au fait à nous baser tout simplement non, il faut qu'on retourne à la constitution de 92, il faut quitter le pouvoir. Non, mais oui, il faut... Docteur, en quoi donc le parcours de Madame Nsozimna Marguerite Nyakadé, première femme ministre des Armées au Togo, et aujourd'hui voix critique du régime de Faure, en fait une figure importante pour comprendre le moment politique que traverse le pays? C'est une question, cher Aîné, à mon avis, très très intéressante. Ce matin, je me suis amusé à un exercice que je voudrais partager avec nos internautes, et je voudrais vraiment qu'on élève un peu le niveau et qu'on aille regarder un tout petit peu dans le trou de la souris ou de la fourmi. Vous savez, cette dame, à mon avis, les gens la sous-estiment beaucoup. Faure est au pouvoir depuis 20 ans déjà. Mais depuis que Faure est au pouvoir, combien de ministres de la Défense ou ministres des Armées Faure a eu? Et je veux vraiment que les Togolais s'interrogent. Quand Faure est arrivé au pouvoir, il y avait le général Hassani Tidjani qui était là. Tidjani, oui. Et ça, Faure l'a sauté tout de suite, aussitôt qu'il a été investi. Faure, je pense, Faure était arrivé en 2005. Ouais. Après, quelques mois après l'investiture de Faure, Faure l'a sauté. Et Faure l'a remplacé avec qui? Faure l'a remplacé avec Gnassingbé Bekpacha. De 2005 à 2009, Faure l'a remplacé avec son frère, son grand frère. Je pense que c'est son grand frère. Et quand Faure l'a limogé, l'a descendu, Faure n'a plus nommé au fait de ministre des Défenses. Le ministère des Défenses a été depuis lors rattaché à la présidence. Oui, à la présidence, oui. Et ceci pendant 11 ans. Parce que Faure, à un moment donné, avec sa personnalité qu'on connaît aujourd'hui, que j'ai également pris le temps de vous annoncer, dire avec des preuves à l'appui, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres émissions plus tard. Faure a commencé à avoir cette trouille, là, cette peur depuis très longtemps. Quand il a débarqué son propre frère. Son propre frère. Faure ne dormait pas pendant 11 ans.
il n'y avait plus de ministre des défenses, de la défense ou des armées. Il a rattaché parce qu'il avait peur. Jusqu'en 2020. Et c'est en 2020, 11 ans après, que Faure a osé nommer, ou son gouvernement a osé nommer un nouveau ministre ou un nouveau ministre, donc des armées. Et c'est qui? C'est Madame. Oui. Merci beaucoup. Mais on comprend que la dame, oui, quand elle est sortie dans sa déclaration intitulée l'appel à la reconstruction du Togo, elle a avoué de façon honnête qu'elle sait qu'elle a bénéficié des privilèges du système. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour elle de se taire. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc, quand les gens disent aujourd'hui, j'attends également ça sur les réseaux sociaux, que non, mais elle ne méritait pas ce poste, je tiens à dire à mes concitoyens togolais, on ne confie pas le ministère des Armées à n'importe qui. Mais, non. C'est un poste ministériel régalien. On ne confie jamais ce poste-là à n'importe qui. Et vous savez, les compétences techniques ne suffisent pas pour nommer quelqu'un à la tête donc de l'armée de ce ministère-là. Non, non. Mais en plus de ça, il faut que la personne jouisse de votre confiance absolue. Absolument. Je viens de vous dire que pendant 11 ans, Faure n'a jamais osé nommer un ministre parce qu'il avait tellement peur. Et un jour, il a rêvé, et puis il a cru au dieu Morphée, et puis au dieu Hypnos, parce que peut-être il a eu une révélation. Et il s'est dit maintenant, il faut que je nomme quelqu'un en qui j'ai confiance. Et le jour-là, donc, que les gens ne s'amusent pas. On est en train de regarder là présentement en France, là, le ministre Lecornu par exemple, qui était ministre des armées et aujourd'hui premier ministre. Mais il n'était pas un militaire. Quelle est cette histoire de penser que à la tête de ce ministère-là, il faut forcément un homme armé, un militaire armé? Quelle est cette façon de raisonner? Non. On nomme à ce poste-là les gens qui non seulement présentent des compétences, mais qui présentent des valeurs de confiance et de loyauté. Oui. Et c'est pour ça que le régime aujourd'hui est tellement amer, considérant que Madame Nyakadé a trahi la confiance donc du chef de l'État. Donc, ne serait-ce que ça déjà là, mais là, ça veut dire que la première femme qu'on a eue à la tête de ce ministère et qui a osé sortir de ce giron et a manifesté ce courage exceptionnel dont nous avons parlé tout à l'heure, nous venons de parler, mais ça veut dire que la dame a une carrure quand même là. Ça veut dire que la dame a une carrure quand même, c'est pas uniquement par preuve de favoritisme, non. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important. Je voudrais même m'arrêter là, j'ai prévu plusieurs raisons pour montrer vraiment que la dame, mais c'est pas parce que les gens disent bon oui elle a été à la BTCI, on a vu ce qu'elle a fait, mais même là notre aîné Ferdinand Haïté nous dit les réformes que la dame a prévues faire justement donc dans cette armée là pour rendre les conditions de vie meilleures aux forces armées de sécurité et de défense. Mais qui a bloqué ça? Est-ce que c'est elle-même qui a bloqué ça? Non, ça, elle n'a pas de prérogatives là-dessus, elle n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a la créativité, qui a des valeurs et qui pense et reste? Oui, c'est ce qu'elle a essayé de faire, mais comme on ne lui a pas laissé les mains libres, elle ne l'a pas fait. Donc, une fois encore, moi, je ne la connais pas, cette dame-là. Je l'ai vu liker certains de mes publications. Je suis heureux de le dire. J'ai même appris par des sources sûres, justement, qu'elle apprécie certaines de mes analyses. Et tant mieux. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Regardons les valeurs, les compétences de nos leaders, que d'aller regarder tout le temps dans les choses inutiles, comme si on était à l'église. La politique, c'est pas à l'église. C'est pas comme à la mosquée. C'est pas comme à la mosquée. On ne cherche pas des anges. On ne cherche pas des saints. On cherche justement des gens qui sont capables d'apporter quelque chose justement pour faire avancer donc la lutte. Tout à fait. Bien, vraiment, c'est très intéressant. Bon, on évolue.
Bien, et pourriez-vous revenir sur le dernier message vidéo de Madame Nyakade que vous avez analysé et en expliquer la portée dans le contexte sociopolitique actuel du Togo? Oui. Je vais vous faire une petite confidence. Vous savez que j'ai analysé également la dernière sortie de M. Tikpi Akadam, qui a fait 23 minutes ou pratiquement 24 minutes de déclaration. Madame Nyakade, je pense, si ma mémoire est bonne, elle a fait une déclaration de 7 minutes ou de 9 minutes. Je ne me rappelle plus exactement. Donc, j'ai consacré 3 heures de temps pour analyser le discours de M. Tikpi Akadam que j'ai présenté en 3 vidéos. Donc, je me disais, bon, je vais travailler, j'ai mes charges professorales, et puis, bon, comme le discours de Madame Nyakade n'est pas très long, bon, si je prends 1 heure de temps, je vais vite analyser. C'est ça. Vous savez combien d'heures j'ai pris pour analyser, le discours de Madame Nyakade? Je vous confie que j'ai pris pratiquement 9 heures de temps pour analyser le discours de 9 minutes. 7 minutes ou 9 minutes. Parce que c'est pour ça que j'ai commencé en disant, mais c'est une dame qui est sobre, mais qui est puissante dans ce qu'elle dit. Oui. Elle taille les mots. Ouais. Elle taille les mots. Donc ça c'est juste pour c'est une forme d'anecdote que je veux raconter, mais spontanément, je me rappelle que dans la dernière vidéo, j'ai présenté 7 arguments qu'elle a avancés, mais ici, je me souviens de 3 ou de 4 que je peux rapidement ramasser. Le premier message, après qu'elle ait présenté, clarifié ses liens familiaux et politiques avec la famille Gnassingbé, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit le silence dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement est une faute morale et que l'inaction est une complicité. Donc, dans la situation actuelle, si on se tait, si on ne dit rien, par peur de quoi que ce soit, mais l'histoire demain nous considérera comme étant complices, justement, donc du bourreau, complices justement de ce régime-là. Et vers la fin, elle a dit une phrase qui est très forte, qui dit « Ne laissons plus la peur dicter notre silence ». Donc là, non seulement elle soulève la question du silence, mais elle analyse le mécanisme qui est derrière le silence, qui est la peur. Donc elle nous dit « Surmontons notre peur ». Pour ne plus aujourd'hui être dans le silence. Tant mieux, je rends grâce à Dieu, à nos ancêtres. Aujourd'hui, la parole est libérée quand même, nous pouvons faire encore davantage, en fait. Nous pouvons faire davantage. Amron a beaucoup contribué, au fait, à libérer la parole, parce que le régime pensait à un moment donné museler toutes les voix, mais par l'audace et la bravoure de ce jeune homme, ce monsieur, aujourd'hui, la parole est libérée, que ce soit sur le territoire ou dans la diaspora, mais beaucoup plus dans la diaspora, mais peu importe. Sur les 2 fronts, la parole est libérée. Donc ça, c'est le premier message qu'elle nous a adressé et qui me vient spontanément à l'esprit. Le deuxième message, c'est ce que j'avais appelé dans ma vidéo l'autopsie. C'est-à-dire qu'elle fait un diagnostic vraiment du système. Elle dit que le problème au Togo, c'est pas une question de famille. Donc elle dit que c'est pas une question de famille Gnassingbé, c'est pas une question de communauté ethnique, c'est pas une question de région. Que c'est un système, en fait. Donc dans un système, ça veut dire qu'il y a plusieurs pions, ça veut dire qu'il y a plusieurs clans. Donc, dans ce régime-là, ça suppose que tout le monde ne parle pas le même langage. Ça veut dire qu'il y a différentes fractions, mais qui sont ensemble parce que tout simplement unis et réunis par un intérêt. D'accord? Donc, elle a pris le temps d'analyser. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une analyse systémique. Elle vient avec une connaissance du système. Elle a fait elle a dormi dans le système. Elle se réveillait dans le système. Elle mangeait dans le système. Elle se lavait les mains dans le système. Donc, elle connaît le système de l'intérieur. Et elle vient nous dire, non, mais écoutez, peuple togolais, faisons attention. Le problème, c'est pas les gens qui sont dans la région de la Kara, dans la région de Savane. Non, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est un système. Et ça, c'est un message très fort, à mon avis. Et le deuxième message, c'est que elle exige donc la démission du monsieur. Mais c'est pas uniquement la démission de ce monsieur là qui est importante pour moi. De toutes les façons, le monsieur va démissionner. J'avais déjà proposé quelque chose. Et là aussi, monsieur Kofi Nyam aussi était intervenu pour proposer quelque chose. Qui est, il faut que si ce régime tombe, si ce monsieur démissionne, bon, il ne va pas démissionner de lui-même de toutes les façons. Il faut que s'ouvre une transition républicaine et apaisée. C'est ça.
Voilà, donc elle vient avec une proposition. Cette proposition, je l'ai faite depuis très longtemps. Il suffit simplement de regarder mes vidéos. J'ai dit, dans la situation actuelle, il y a plusieurs voies de sortie qu'on peut même proposer. Et nous sommes prêts demain à proposer des idées comme ça. Donc, il faut que s'ouvre, après l'ère PC, comme si c'était un ordinateur, excusez, il faut que s'ouvre une transition. Et c'est ce qui va arriver. Et je profite pour dire, oui, je comprends les gens qui disent retour à la Constitution de 92. Ça peut être un argument, un outil de pression. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais dans une transition, on ne va jamais revenir au fait. On ne va même plus revenir à la transition de 92. Jamais, non, non. Dans l'histoire, je n'en connais pas. Il n'y a jamais eu un retour total à une constitution institutionnelle, à une constitution antérieure lorsque un régime tombe et puis qu'on commence au fait une transition républicaine pour aller. Non, on va aller vers une autre république. L'erreur qui compte, mais c'est comment ton l'adversaire avance les pions. Donc on peut toujours ajuster toujours ajuster ce qu'on dit. Ils ne peuvent pas, mais ils écoutent quand même. Donc que les gens sachent vraiment qu'ils font un boulot formidable. Et si vraiment ça ne fait pas d'impact sur le régime là, vous pensez que le régime là va voyager, va faire une délégation pour aller jusqu'en France pour demander qu'on les arrête là, pour lancer un mandat d'arrêt contre eux? S'ils ne font pas paniquer ce régime là, vous pensez que le régime va arrêter, fermer le robinet donc du réseau internet là? Vous pensez qu'ils vont faire ça? Mais lisons les signes du temps, pour voir justement que les jeunes sont en train de malmener le régime. Ils sont en train de malmener le régime. Donc c'est ça. Donc moi je le réitère. Si demain ils font une faute grave et que je sais que j'ai des compétences pour critiquer, je vais sortir pour faire des critiques constructives. Tout à fait. Et pour relancer, pour avancer. Comme je l'ai fait, j'ai dit tout simplement, tout récemment, mais si vous vous amusez à vous attaquer entre vous, moi je sors et puis moi je mets vos personnalités dehors, vos traits de personnalité dehors. Parce que ce qu'on est en train de voir là, c'est pas vraiment sain. Donc soyez indulgents avec eux. Donc c'est comme ça que moi je vois la chose et c'est quand j'ai commencé, moi je pensais que non, faisons le jeu de l'intelligence collective et c'est comme ça que nous voulons bâtir le Togo de demain et ça je ne vous le cache pas. Moi je suis vraiment très content du travail de ma carrière universitaire. Mais si je suis capable de produire des articles, capable de produire des livres pour donner des idées, pour rebâtir justement cette personnalité historique et collective que nous avons au Togo, parce que nous sommes pas vrais. Nous avons une personnalité qu'il faut revoir au Togo. Mais si je suis capable de faire des idées, je propose. Voilà, on n'a pas d'autres intérêts que ça. C'est de faire des contributions et c'est ça qui nous compte le plus, tout simplement. Bien, la dernière question avant qu'on ne fasse monter ceux qui ont des contributions à apporter ou des questions à vous poser. En suivant le fil de notre échange, quel message ou quels appels souhaiteriez-vous adresser au peuple togolais et si possible aux forces de défense et de sécurité? Voici la dernière question. Je vais essayer de répondre rapidement parce que je commence à sentir un peu la fatigue et c'est correct. Et je suis très heureux de participer à ce live et une fois encore, merci pour la confiance et l'invitation. C'est un plaisir pour moi, vraiment grand plaisir pour moi. Merci. Je tiens d'abord à dire à l'ensemble du peuple togolais ceci, et ça je reprends cette pensée en partie de Malcolm X, que nous connaissons très bien du côté des États-Unis. Il dit quelque chose que je voudrais reprendre. Il dit, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour la liberté, enlevez ce mot de votre vocabulaire. Donc, si le peuple togolais n'est pas prêt à faire le sacrifice, à donner le meilleur de lui-même, à rester là, vous donner à votre pays, c'est de donner votre vie, c'est d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Donc, si on n'est pas prêt à donner notre vie pour la liberté et libérer le Togo, donc que les gens ne disent pas, nous voulons
la liberté, nous voulons la dignité, nous voulons tout ça. Sinon, c'est trop lâche, au fait, tout simplement. Ça, c'est ce que je veux dire à l'ensemble du peuple togolais, que toute révolution a un prix. Il faut qu'on soit prêt à payer ce prix-là. Maintenant, entre-temps, je veux interpeller, si vous voulez, les femmes, parce que je considère que l'arrestation de Madame Nyakade est un signal très fort qui est lancé aux femmes. Et si les femmes togolaises ne comprennent pas ça, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Si elles attendent qu'on arrête encore d'autres femmes qui sont des leaders politiques aujourd'hui avant qu'elles se réveillent. L'une des choses horribles que ce régime a fait, c'est d'avoir chosifié la femme. C'est d'avoir déshumanisé la femme. Et donc, je lance un appel vibrant aux femmes de ne pas seulement attendre lorsqu'on leur donne des tickets qui coûtent cher, ou bien lorsqu'on les chasse de leur marché, avant de commencer à parler. Je demande à nos sœurs, à nos mères, qui nous font des filles, mais que le régime continue aujourd'hui à chosifier, parce que aujourd'hui, moi, sincèrement, je ne reconnais plus la femme togolaise. La femme togolaise dont ma grand-mère m'a parlé, la femme togolaise dont ma mère m'a parlé, ce que les livres de l'histoire m'ont dit des Nana Benz, c'est pas cette femme togolaise que moi je vois aujourd'hui. Et ça fait honte. Ça fait honte pour moi et ça me fait encore davantage honte. Et ça me met vraiment de la colère, ça déclenche de la colère à moi. Donc, je demande à nos mamans, à nos sœurs, c'est le moment, ce sont elles, ce sont nos grands-mères qui ont roulé, qui ont détalé leur pagne devant le père de ce PC-là, de ce PC ordinateur. Si aujourd'hui, ces femmes savent reconnaître leur puissance, leur pouvoir, et se lèvent, une fois encore, au moment où nous sommes aujourd'hui dans la révolution, je pense que les femmes feront trembler les murs. Donc, je leur demande vraiment de se lever. Et je finis justement en disant à nos forces de défense et de sécurité, je sais pas, je veux juste m'appuyer sur la légitimité de Madame Nyakade qui est aujourd'hui écrouée. Madame Nyakade leur a dit, mettez-vous du côté du peuple. Et c'est ça que le régime a dit, nous ne voulons pas ce discours-là. C'est ça. Aujourd'hui, Madame Nyakade a montré une faille sur cette armée-là. On commence à voir venir des signes que tout le monde, il y a vraiment des musiques qui se jouent qui se jouent au sein de cette armée-là. Que celles ou ceux notamment qui ont une âme républicaine, qui considèrent qu'on est arrivé à une phase où, mais si eux-mêmes ne se lèvent pas, leur vie, leur survie sont en jeu. Les réponses sont formidables, des analyses vraiment pointues, des analyses pertinentes que d'ailleurs ceux qui nous suivent ont apprécié. Et sincèrement, en leur nom, je vous dis un grand merci. Et tenez-vous bien, je ne manquerai pas toutefois que j'aurai besoin de vous faire appel pour qu'on en discute. Et bon, notre souhait, c'est que cette dame soit libérée le plus tôt que possible. Et le jour où nous apprendrons qu'elle est libérée, tenez-vous bien que je vous ferai appel. Ok, d'accord. Ok, d'accord.